C'est un colosse de verre, de métal et de pierre, avec un emplacement à faire pâlir d'envie tous les autres monuments de Paris. Situé entre la Seine et les Champs-Élysées, le Grand Palais a été construit pour l'Exposition universelle de 1900, pour être la vitrine de l'art français. Fermé il y a 3 ans pour la première rénovation complète de son histoire, il s'offre une seconde jeunesse à l'occasion des JO de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est en France. Nous avons la chance de vous emmener au Grand Palais. C'est ici, juste derrière moi, sous la grande nef, que vont se dérouler les épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques. Une première pour ce joyau architectural qui a vu depuis son ouverture en 1900 défiler sous sa majestueuse verrière des dizaines d'événements. Salon de l'automobile, manifestations agricoles, concours hippiques, depuis son ouverture, l'éclectisme caractérise le Grand Palais. On y chausse ses patins, on y danse sur de l'électro, on y défile pour les plus grands couturiers du monde. En 2017, les coureurs du Tour de France s'offrent même une traversée sous sa verrière. Des événements commerciaux mais aussi artistiques avec notamment les expos Monumenta. Des artistes français et étrangers de renommée mondiale comme Daniel Buren ou Anish Kapoor s'approprient tour à tour les 13 500 mètres carrés de la nef. Didier Fusier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le Grand Palais peut apporter en tant que site olympique? Alors, il faut imaginer les athlètes. Les athlètes ont l'habitude de concourir dans des stades. Et là, les athlètes vont s'échauffer juste là, derrière vous, devant nous, vont faire le tour et puis vont descendre là. Et donc, quand ils descendent, waouh, ils vont avoir cette verrière. Et nous l'avons vu avec l'équipe de France d'escrime quand elle est venue. Les athlètes étaient là, ils regardaient quand même le site. Donc, je crois qu'il va y avoir cette impression, mais aussi pour le public. Le public va respirer dans un bâtiment unique au monde, hein, puisqu'il faut imaginer que dans ce volume-là, on fait quand même rentrer tout le château de Versailles. Enfin, c'est gigantesque, au pied des Champs-Élysées, en plein cœur de Paris. Donc cette immensité, ce ciel qui est au-dessus de nous, où on est abrité, parce qu'il peut pleuvoir des cordes, on est comme nous sommes là. C'est ça qui est très spectaculaire aussi. Donc je crois que le public aussi va avoir ce sentiment de vivre une épreuve olympique assez hors norme. Et puis, il ne faut pas oublier que le Grand Palais aura été un site olympique et le sera pour toute son existence future. Ça aussi, ça va lui donner un autre cachet dans Paris. C'est la première fois qu'une rénovation complète de ce site a lieu. En quoi ce chantier titanesque était-il indispensable? Alors, il faut imaginer que si on n'avait pas fait les travaux, on n'aurait pas pu continuer à entrer dans le Grand Palais. Rien n'était aux normes. Donc le chantier mené par François Châtillon, l'architecte, ça a été vraiment à la fois de respecter le bâtiment, de retrouver les couleurs d'origine qui avaient été perdues, donc c'est pour ça que c'est si beau, quoi. Mais de changer toute l'électricité, toutes les conduites d'eau, de ramener aussi du chauffage. Il n'y avait pas de chauffage. Il faut imaginer qu'avant, en 1900, il n'y avait pas du tout d'électricité. C'est-à-dire que quand il faisait nuit, il faisait nuit. Donc de reprendre les verrières, donc c'était un chantier énorme. On a construit 43 ascenseurs. À l'époque, il n'y en avait que 2. Donc c'est vraiment remettre aux normes du XXIe siècle un bâtiment qui n'avait pas du tout été imaginé comme ça. Ces travaux coûtent cher, près de 500 millions d'euros. Est-ce que pour rentabiliser ce site, vous n'allez pas devoir privilégier les événements commerciaux au détriment peut-être des événements culturels ouverts à tous? Il y a toujours eu, évidemment, c'est aussi noble d'accueillir de grands salons, le Salon du Livre, Art Basel, Paris Photo, des grands défilés de mode ici, et donc ça génère effectivement des recettes. Mais on va aussi accueillir de grands artistes, de grandes expositions, avec aussi de nouvelles propositions, de nouvelles expositions. On va plonger dans l'intelligence artificielle, on veut vraiment projeter le Grand Palais dans ce siècle nouveau. Il faut imaginer que la première fois
que dans le monde, on a utilisé un escalier mécanique, c'est-à-dire un tapis roulant qu'on voit aujourd'hui dans tous les métros du monde, c'était ici. Et on a des films inimaginables où les gens tiennent leur chapeau, leur haute forme, tout le monde découvre quelque chose. Donc cet esprit, il faut qu'on le garde. C'est en tout cas la volonté du président de la République très très forte, que ce soit un palais jeune, un palais pour toute l'innovation qui va arriver, mais pas pour maintenant, pour un siècle. Quatre ans de travaux, jusqu'à 1000 ouvriers s'activant chaque jour pour rénover le Grand Palais. Un budget de près de 500 millions d'euros. Nous avons pu rencontrer celui qui est à la tête de ce chantier colossal. Le défi, c'est beaucoup le temps, alors qu'on en avait 1000 défis à combattre, techniques, des aléas, des découvertes que nous faisions tous les jours, de l'amiante, du plomb, etc. Donc qui nous contraignait d'autant plus. Deuxième défi, c'est quand même un bâtiment que l'on redécouvre complètement. Il date de 1900, il est documenté, il y a des archives certes, mais tous les jours, on a découvert, chaque fois qu'on faisait une petite opération de curage par-ci, une opération de démolition par-là, on découvrait quelque chose qui nécessitait de reprendre de la conception, des études, et donc qui rajoutait un peu de lenteur dans tout ce que nous devions faire. Là, on se trouve dans la grande nef avec son immense verrière. On imagine la difficulté que cela pose justement pour le chantier de réhabilitation au niveau de l'isolation. Comment fait-on? Il n'y a pas d'isolation, c'est un chantier, on est clairement dans une serre. Donc c'est un sujet qui nous accompagnera toute la vie du bâtiment. Donc on ne sait pas pendant combien de siècles. C'est une serre. Donc, que faire ensuite pour améliorer les conditions de confort du public qui est accueilli ici? On a décidé de ne rendre les espaces confortables qu'au niveau du sol, vous voyez, à peu près à ce niveau-là, quelques centimètres au-dessus de ma tête. Donc on a intégré dans la dalle qui est sous nos pieds un système de fluide caloporteur. Donc on fait circuler ou de l'eau glacée ou de l'eau chaude, permettant d'atteindre par radiation un niveau de confort raisonnable, sans avoir à chauffer les 450 000 mètres cubes de la nef, qui serait une gabegie énergétique. Donc voilà, on est raisonnable. On ne cherche pas à combattre, hein, ça ne sert à rien, on vit avec. En sous-sol, un autre chantier titanesque a lieu, expliquez-nous. Donc pour irriguer, cette nef, vous la voyez vierge de tout équipement technique. Donc on a effectivement plutôt autour de la nef que sous la nef, beaucoup de locaux techniques qui ont été créés permettant d'irriguer et la nef, mais aussi le reste du bâtiment. Donc ça, c'est un chantier qu'on qualifie de mise aux normes du bâtiment. Le bâtiment était obsolète dans toutes ses installations techniques. On a tout nettoyé, on n'aura aucune installation ancienne n'est conservée. Et on a maintenant une installation moderne. Nous aurons un bâtiment historique à la fin qui sera certifié haute qualité environnementale. C'est d'être le 3e ou 4e monument historique en France qui aura ce label. C'est extraordinaire pour une opération de ce type. Marguerite Bornozer nous fait prendre de la hauteur et nous emmène dans un endroit habituellement inaccessible. Photographe plasticienne, elle a été choisie par le Grand Palais pour immortaliser ce chantier colossal. On est sur les toits du Grand Palais. On a la vue à 360 degrés sur Paris, c'est magnifique. On est au-dessus de toute la ville, on est vraiment dans les nuages. On voit les gens en tout petit. Et on a cette verrière sublime, des mélanges architecturaux, ce drapeau immense, c'est sublime. Tout m'inspire parce qu'il y a évidemment ce que tout le monde connaît du Grand Palais, c'est-à-dire la merveilleuse nef, le côté immense. Et en même temps, moi j'ai le souci du détail, donc j'aime les petits à côté du chantier, tout ce qui tombe aussi au sol, un éclat de lumière, c'est infini. Sur les toits, mais aussi dans les sous-sols. Alors ça, ce sont les rebuts du chantier, c'est tout ce que les ouvriers jettent et je les récupère, je vais le poser dans un laboratoire photographique et je vais faire des photogrammes avec des variations de couleurs
qui font comme une sorte de radio de l'objet, qui est un objet un peu du quotidien, qui est en fait les poubelles du chantier, mais que j'essaie de magnifier et j'en fais des sortes de compositions abstraites. La luminosité avec ces néons, elle est assez étonnante, elle est très spectaculaire, très théâtrale. Et en plus, je trouve que ça représente bien aussi le travail de l'ouvrier. Les hommes deviennent un peu des ombres, il y a beaucoup de clair-obscur. C'est presque un peu dramatique en fait avec ces lumières qui tombent comme ça en néon. Les plafonds sont plus bas, il y a moins de couleurs aussi. Enfin, c'est vraiment très très différent en fait. Ces prochains mois, Marguerite Bornoser va continuer à photographier le chantier. Car si les travaux de la nef sont terminés pour les JO, ils se poursuivent dans le reste du Grand Palais jusqu'en juin 2025. Voilà, c'est la fin de ce numéro de C'est en France consacré au Grand Palais. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.